Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer le CI/CD. Le CI/CD, c'est un ensemble de pratiques qui permet d'accélérer le rythme de déploiement des applications. Et ceci à travers deux grandes étapes clés. Le CI pour Continuous Integration ou intégration continue en français et le CD pour Continuous Deployment ou déploiement continu en français. Et je vais vous parler de tout ça en détail dans cette vidéo. Allez, tout ça, c'est maintenant et c'est parti mon cookie! Connecté. Historiquement, le rythme de mise en production d'une application est de 2 à 3 versions majeures par an, avec à chaque fois un ensemble de nouvelles fonctionnalités. On arrive donc à plusieurs mois entre deux nouveautés majeures, et dans le contexte concurrentiel actuel, c'est très long. Et ce long délai s'explique notamment par un processus séquentiel entre les équipes de développeurs et les équipes d'Ops, c'est-à-dire de production. Sur ces 4 principales étapes de déploiement d'une nouvelle fonctionnalité, chacune est gérée par une équipe et leur enchaînement prend du temps. En effet, à chaque étape, il est nécessaire de synchroniser les différents acteurs, coordonner leur planning, planifier les actions à mettre en place, etc. Le CI, ou intégration continue, cherche à automatiser les opérations autour du développement, et le CD, ou déploiement continu, cherche à automatiser les opérations de déploiement. L'implémentation d'un pipeline CI/CD ou chaîne CI/CD vise donc à supprimer les activités humaines, manuelles et chronophages. La volonté, c'est d'automatiser autant que possible les différentes étapes pour pousser un développement jusqu'à la mise en production. Commençons par l'intégration continue. Les applications modernes sont décomposées en petits services indépendants, qu'on appelle aussi microservices. Chaque développeur travaille ainsi simultanément sur différentes parties d'une application. Or, lorsqu'un développeur apporte des modifications à une application, elles peuvent entrer en conflit avec les autres modifications apportées simultanément par d'autres développeurs. Un outil SCM pour Source Code Management, ou en français un outil de gestion de code source, va permettre de centraliser au fur et à mesure les différentes modifications de code et ainsi gérer toutes les évolutions. Git et GitLab sont des exemples d'outils SCM très populaires. À ce moment-là, le serveur d'intégration récupère ce code. En fait, ce serveur d'intégration est composé de plusieurs services. Un service d'orchestration comme Jenkins va d'abord déclencher une série d'actions lorsqu'il détecte une évolution du code source. En fonction du langage de programmation, Jenkins va appeler un service chargé de réaliser la compilation. Compiler, ça veut dire créer un build, c'est-à-dire une version exécutable de l'application. Ensuite, le serveur d'intégration va réaliser une série de tests rapides pour vérifier que la modification n'introduit aucune erreur dans le code source. Là, je vais vous citer les types de tests les plus courants, mais ce n'est pas une liste exhaustive. On va d'abord retrouver les tests codés par le développeur. Ce sont les tests unitaires qui sont là pour valider le bon fonctionnement d'une fonction. Puis on a les tests d'intégration système qui sont des tests fonctionnels pour vérifier le bon fonctionnement de l'application dans son ensemble. En Java, JUnit est très populaire pour ces deux tâches. On a ensuite des contrôles qualité. Un premier service va vérifier que la qualité du code n'a pas été dégradée par les modifications du code. Et pour ça, on a par exemple SonarQube qui est un service très populaire. Un second type de contrôle va vérifier que les dépendances utilisées ne comportent pas de failles connues. On trouvera notamment l'outil JFrog Xray. Si durant cette phase de test, un problème est identifié, la chaîne CI/CD s'arrête et le serveur d'intégration informe les développeurs. En revanche, si la série de tests automatisés est passée avec succès, le nouveau build est alors validé et archivé dans un repository ou dépôt d'artefacts en français. Maintenant que le nouveau build est centralisé et versionné dans le dépôt, il est prêt à être déployé. L'étape suivante est le déploiement continu. De nouveaux tests automatisés vont être réalisés à chaque livraison de l'application sur les différents environnements jusqu'à la production. Pour cette nouvelle série de tests, on a d'abord des tests automatisés de recettes via un outil comme Selenium qui permet de dérouler des scénarios complets de tests d'une application. Ensuite, on a des tests qui permettent de tester l'écosystème applicatif complet, c'est-à-dire avec des référentiels, des applications en amont et aval, etc. Ce type de test est pris en charge par exemple par l'outil UFT. C'est aussi le moment de réaliser des tests de charge et de performance pour vérifier que les nouvelles fonctionnalités ne dégradent pas les temps d'accès et d'exécution de l'application et qu'elles continuent bien de supporter un nombre défini d'utilisateurs simultanés.
Pour chacun de ces tests, on va à la fois contrôler les nouvelles fonctions, mais aussi la non-régression. Dans ce cas, on identifie pour chaque type de test vu précédemment des scénarios importants qui vont être revérifiés à chaque fois. Concernant le déploiement de l'application sur un environnement, il y a plusieurs possibilités. Historiquement, on a un déploiement sur un serveur, que ce soit physique ou virtuel, via un simple script ou un outil de déploiement automatisé. Ou alors, sur les applications plus modernes, on va avoir recours au déploiement via conteneur avec une image Docker. Pour les tests, il est même possible d'utiliser l'infrastructure as code pour livrer un environnement créé à la volée. Tout cela à partir de fichiers de configuration. Si vous voulez en savoir plus sur l'infrastructure as code et la containerisation, je vous invite à aller voir les vidéos dédiées sur ma chaîne sur ces sujets. En résumé, avec le déploiement continu, une évolution apportée par un développeur peut être rapidement mise en production. Grâce à ce processus automatisé, il est beaucoup plus simple et rapide de développer, tester et mettre en production une nouvelle fonctionnalité. Vous avez dû remarquer l'importance des tests dans cette chaîne CI/CD. Le principe, c'est de repérer une erreur le plus tôt possible dans les étapes pour la corriger rapidement, et le fait d'avoir des itérations plus petites et plus régulières les rend plus faciles à maîtriser. Les erreurs ont ainsi moins d'impact puisqu'elles sont plus faciles à détecter et à résoudre. Terminons par une vision plus globale du CI/CD et sa contribution au DevOps. L'un des objectifs du DevOps, c'est d'avoir un time to market plus rapide. Pour rappel, le time to market, c'est le délai entre l'idée initiale et sa concrétisation sur le marché. Et comme on l'a vu, le CI/CD répond à cela avec une automatisation des différentes étapes depuis le développement d'une fonctionnalité jusqu'à sa mise en service en production. Avec le CI/CD, il est plus simple de sortir des évolutions par petites itérations. Elles sont alors rapidement accessibles aux utilisateurs, ce qui permet d'avoir un retour plus rapide et éventuellement d'adapter les prochaines itérations. En conclusion, dans le contexte économique concurrentiel actuel, un time to market rapide est décisif pour à la fois répondre à la demande du marché, mais aussi pour intégrer les retours utilisateurs plus rapidement et donc améliorer ses produits, et tout ceci bien évidemment avant ses concurrents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le DevOps. Enfin, je tiens à remercier l'AFPA d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et en quelques mots, l'AFPA, c'est un établissement public de formation professionnelle qualifiante. Et ça veut dire qu'à la fin de votre formation, vous obtenez un titre professionnel du ministère du Travail. Et je tiens à dire aussi que je suis particulièrement fier de ce partenariat parce que l'AFPA est membre du service public de l'emploi et à ce titre a donc des missions d'utilité sociale comme permettre l'accès à l'emploi aux personnes les plus vulnérables, comme les personnes handicapées ou les chômeurs de longue durée, mais aussi lutter contre les inégalités en permettant l'accès à la formation à tous. Et si vous voulez en savoir plus sur l'AFPA et ses formations professionnelles, je vous mets un lien dans la description. Cette fois, c'est bien fini et nous, on se dit à bientôt. Ciao!